Ah, le style. Ils vont encore m'emmerder avec le style. Mais non, qu'à lire Proust, ils veulent du style. Moi, mon œuvre, elle baigne dans la dérision, la moquerie, le rire. Le respect n'est pas ma tasse de thé. Alors, on me reproche d'être cynique dans mon écriture. Et alors, toute la morale de mon siècle est gouvernée par le cynisme. Le fascisme de Mussolini n'est que l'exploitation éhontée de la connerie humaine. Hitler a poussé son imposture jusqu'à 30 millions de morts. Et Staline a éliminé des populations entières au nom de la justice sociale. Et il n'a imposé la puissance soviétique que par la corruption totale du communisme. Et on voudrait que je sois gentil, poli. Ah oui, c'est certain. La première puissance spirituelle au monde, c'est la connerie. Alors pourquoi cet ultime besoin de m'exprimer? Histoire de régler mes comptes avec quelques petits ennemis? Non, ça serait mesquin, indigne de moi. Non, c'est plutôt une obligation que je suis faite à moi-même, de dire enfin qui je suis en réalité. Cette fringale de vie, toutes ces contradictions entre l'aviateur combattant, le diplomate, l'écrivain, le soi-disant ma femme, et puis ce désir inextinguible de toujours me renouveler, d'être autre. Ah oui, j'ai beaucoup triché. Mais il faut dire que mes différents rôles se contredisaient souvent. Peut-être est-il temps de m'expliquer. Tout a commencé comme un flashback dans un vieux film américain. L'image se déforme, fourdu enchaîné, et me voilà, moi, le jeune Romain, à la pension Mermont, à Nice. Ma mère, qui tient ce petit hôtel, est un personnage exceptionnel, genre monstre sacré. Dominatrice, tyrannique, extravagante, violente, et totalement amoureuse de son fils. Ce regard d'amour est certainement pour beaucoup dans l'amour que j'ai porté aux femmes. Ma mère avait pour moi les plus hautes ambitions. Tu seras ambassadeur, mon fils, me disait-elle, et tu aimeras les plus jolies femmes. Elle, en revanche, ne pouvait supporter le regard d'un homme. Depuis la disparition de mon père, j'étais, moi, son fils, son seul intérêt sur terre. Mais croyez-moi, il n'est pas bon de recevoir autant d'amour aussi jeune. Ça donne de mauvaises habitudes. On croit que ça existe ailleurs, qu'on va le retrouver. Alors, on attend, on regarde, on espère. Avec l'amour maternel, la vie vous fait une promesse qu'elle ne tient jamais. Après ça, vous êtes obligé de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après ça, à chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont jamais que des condoléances. Pardon. Ma mère était une femme merveilleuse. Parce qu'elle m'a aimé à la folie, tout en me laissant complètement libre. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais ma mère n'était pas plus exceptionnelle que toutes ces femmes inconnues
qui élèvent leurs enfants dans des conditions économiques épouvantables. Non, j'ai seulement tiré l'une d'elles de l'oubli en écrivant La promesse de l'aube. Ma mère a eu droit à un livre. C'est tout. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Souvenir. Oui, on a dit à l'époque que j'avais fait la guerre pour me libérer de ma mère par la violence. On a dit aussi que si j'avais rejoint De Gaulle, c'était parce qu'il représentait l'image héroïque d'un père que je n'avais pas eu. C'est-à-dire qu'à 26 ans, j'aurais décidé que ce général que je ne connaissais pas était pour moi le père idéal. Foutaise, foutaise tout ça. Non, De Gaulle représentait la seule dignité à laquelle nous pouvions prétendre. Et nous étions quelques Français à vouloir nous battre. C'est la seule raison de la présence à Londres. Et je peux vous dire que mes premiers contacts avec De Gaulle ont été plutôt houleux. Mon tempérament de jeune râleur avait tout pour le faire sortir de ses gonds. Mais il aimait bien mon culot parce que ça lui permettait de se montrer tolérant. Il faut dire que je le harcelais beaucoup, toujours sur le même sujet. Nous n'avions pas le droit de nous battre dans les escadrilles anglaises. Il fallait attendre pour ce faire que soit constituée une escadrille française. Je trouvais cette situation insupportable, insupportable. Rester comme ça, cloué au sol, les bras croisés sans pouvoir combattre, et à chaque fois que j'en avais l'occasion, je harcelais De Gaulle à ce sujet. Alors un jour où je le harcelais sans doute une fois de plus, en lui disant toujours notre amour de la France, notre désir de combattre, il a eu un petit tic énervé de la moustache comme ça. Et il m'a dit, eh bien allez-y. Et puis il a ajouté, et surtout, n'oubliez pas de vous faire tuer. Mais cet homme seul face à Churchill, seul face à son destin, persuadé d'avoir raison contre tous, et surtout bien décidé à ne jamais capituler, ne pouvait que m'éblouir. Il s'est offert le premier rôle dans le chapitre d'un livre qui s'appelle tout simplement « L'histoire de France ». Ce général, qui par la puissance de ses convictions a réussi à faire plier tous ses opposants, y compris Roosevelt qui le détestait, est un cas unique. Et on voudrait me reprocher de lui avoir été fidèle. Bien sûr, après la guerre, il était plus mon admiration et mon attachement à De Gaulle en irriteront plus d'un. Il était plus dans l'air du temps de vénérer Jean-Paul Sartre, debout sur un tabouret et vendant la cause du peuple aux ouvriers de l'usine Renault. Mao ou De Gaulle, Sartre avait choisi son camp et moi le mien. Aujourd'hui, le gaullisme n'est plus qu'un souvenir, un épisode de l'histoire, mais je suis fier et heureux d'avoir participé à cette aventure. Il est exact que De Gaulle m'a plusieurs fois proposé d'entrer en politique. Mais il n'y croyait pas lui-même. J'ai toujours senti dans ses propositions des accents d'ironie. Il n'avait aucun attachement pour le monde politique et il s'en méfiait même. Sur ce terrain aussi, je me suis senti proche de lui. Alors évidemment, on objectera que je suis devenu diplomate. Mais je suis désolé. Un diplomate n'est pas un homme politique. Un diplomate est un haut fonctionnaire chargé d'expliquer et de défendre la position de son gouvernement. Mes livres, en revanche, sont là, eux, pour parler en mon nom et dire ce que je pense. Donc, après avoir combattu dans le groupe Lorraine, dont je suis, avec quelques camarades, un des rares survivants, après avoir écrit mon premier livre, Éducation européenne, j'entre au ministère des Affaires étrangères à la demande du ministre d'alors, M. Georges Bidault. Auparavant, je refuse une offre magnifique, un pont d'or, une montagne de fric. On me propose, tenez-vous bien, de diriger une trentaine de bordels répartis sur toute la France. Ben oui, Marc Richard n'avait pas encore obtenu la fermeture des maisons closes et
mon caractère, ma nature de compagnon de la libération était évidemment une couverture magnifique pour ce genre d'activité. Donc, je refuse et je choisis la carrière diplomatique. Mon premier poste fut Berne. Je vous recommande particulièrement la ville de Berne. J'y suis resté 18 mois sans qu'il se passe jamais quoi que ce soit. Ah ben, l'ennui à la longue, ça peut vous rendre fou. D'ailleurs, un jour de déprime, j'ai envoyé à mon ministre la dépêche suivante. Aujourd'hui, à Berne, à 10h23, il a neigé pendant 11 minutes. Cet événement n'ayant pas été prévu par la météorologie locale, je laisse à son Excellence le soin d'en tirer les conséquences. Alors là, au Quai d'Orsay, ils ont pensé que j'étais devenu fou. Ils se sont empressés de m'envoyer à un autre endroit de la planète, où ça, à New York, à l'ONU, comme porte-parole, un dingue aux Nations Unies. Voilà. Auparavant, j'ai eu droit à 2 semaines de congé. Pourquoi? Pour surmenage. Surmenage à Berne. Alors à l'ONU, j'ai dû expliquer à la presse internationale la guerre d'Indochine, la décision du gouvernement français de ne pas accorder tout de suite leur indépendance au Maroc et la Tunisie. Et c'est là que j'ai écrit Les Racines du ciel, où, à titre personnel, je prends le parti du désir d'indépendance des pays africains. Non, cette contradiction n'est qu'apparente, puisque je vous l'ai dit, et je le répète, mes opinions, mes convictions ne sont pas forcément celles de mon pays, de mon gouvernement en tout cas. Je précise qu'à cette époque, j'ai vu monter à la tribune des Nations Unies les responsables des pires charniers du monde qui faisaient un discours sur la liberté, les droits de l'homme et stigmatisaient l'épouvantable colonialisme de la France. L'ONU, un monument d'hypocrisie. L'ONU a été rongée, détruite par le cancer du nationalisme. Le nationalisme, quand il est jeune, frais et pimpant, c'est le droit de couper les mains, le clitoris des filles, de lapider des femmes, de torturer, d'éliminer, de mitrailler. Tout ça au nom de quoi? Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Eh oui. Tu peux éliminer 1 million de personnes à l'intérieur de tes frontières et monter à la tribune de l'Assemblée, faire un discours sur les droits de l'homme et te faire acclamer. Et tu peux siéger à la Commission des droits de l'homme en ayant éliminé 1 million de personnes dans ton propre pays. Parce que ce qui se passe à l'intérieur des frontières d'un pays, c'est sacré. Ah oui. Nations Unies. Détournement. Viol du langage. Et au milieu de cet océan de foutaise, de ministres minables et de chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, une oasis de fraîcheur. Ma rencontre avec Teilhard de Chardin, très mal vu par le Vatican et par la Compagnie de Jésus, à laquelle il appartenait pourtant. Exilé aux États-Unis, avec interdiction de publier ses œuvres, cet homme était un véritable enchantement. J'avoue que j'ai été influencé par Teilhard de Chardin, puisque dans mon livre Les Racines du ciel, le jésuite, le personnage du jésuite, possède quelques-unes de ses idées. Je ne pouvais qu'être influencé par cet homme d'exception en écrivant ce livre où je prenais la défense de notre environnement. C'est en fait le premier livre sur l'écologie. Un mot dont 8 personnes sur 10 ignoraient le sens à l'époque. Et dans ce livre, le massacre des éléphants représentait pour moi la cruauté et la bêtise de l'homme sur Terre. Et alors, vous allez voir, on va se nicher la connerie humaine. À la parution du livre, j'ai reçu des messages de félicitations accompagnés de quoi? D'un petit éléphant en ivoire. Ah, les cons. Mais passons à autre chose.
mon départ de l'ONU et mon installation à Los Angeles, il s'est écoulé 3 mois. 3 mois pendant lesquels je me suis baladé dans toute l'Amérique, en bus, à ras de terre. C'est comme ça que j'ai découvert un pays. Et au contact de l'Amérique profonde, j'ai pu me faire quelques idées précises. Tout d'abord, que la puissance de ce pays appartient aux avocats. Oh, ils sont une armée, une légion, qui travaillent chaque jour à voir comment détourner les lois. Ces lois qui sont d'ailleurs votées avec une marge de corruption tout à fait légale. Deuxième constatation, ce pays est exactement ce que l'on sait de lui. Le cinéma américain est le fidèle reflet du pays. L'Amérique est un film. Chaque silhouette, chaque coin de rue, chaque tranche de vie est un film. Je crois que je ne connais pas au monde d'expression populaire plus représentative d'une civilisation que le cinéma américain. Toute la vitalité de l'Amérique, sa fureur, sa puissance, son cynisme se reflètent sur la pellicule. Et je me permets de dire que si l'Europe veut retrouver sa vitalité, elle ferait bien de puiser dans ses origines, dans ses racines profondes. Faute de quoi, l'Amérique ne sera jamais qu'une Europe l'Europe ne sera jamais qu'une Amérique à la manche. Donc, après 3 mois de road movie, j'arrive enfin à Los Angeles pour prendre mes fonctions de consul général de France. À peine arrivé, je fais la connaissance de la secrétaire du consulat, dans des circonstances pas du tout protocolaires. Donc, comme elle va vous le raconter vous-même. Ma première rencontre avec Romain Gary a été, je veux dire, assez pittoresque et peu conventionnelle. En arrivant à mon bureau le matin, j'ai voulu me préparer une tasse de café. Je suis allée à la cuisine, qui faisait partie de l'appartement de fonction du consul, où les employés déposaient habituellement leur nourriture pour le déjeuner. Et c'est là que je tombe sur un homme de grande taille, en caleçon, très brun, en train de manger des carottes crues. Et sans la moindre peine, il me demande « Qui êtes-vous » Moi je réponds « La secrétaire du consul général. » « Ah bon ?» me dit-il. « Eh bien c'est moi, le consul général. » Oui, je me souviens bien. J'étais effectivement en caleçon et je mangeais les carottes crues. Mais elle s'appelait Suzanne et ça a été ma secrétaire pendant les 5 ans que j'ai passé dans cette très belle villa de style espagnol. 5 ans parmi les plus heureuses de ma vie d'ailleurs. Parce que d'abord j'ai rencontré Gene Seberg et ensuite parce que j'ai pu écrire quelques bouquins. Mais en arrivant à Hollywood, je n'étais qu'un petit Français comme un autre. Et ce petit Français n'a été reconnu que le jour où Frank Sinatra m'a invité à une soirée privée chez lui. Alors là, j'étais lancé. J'avais fait le tour d'Hollywood, tout le monde était au courant, j'étais lancé et je commençais à voir les stars venir aux réunions que j'organisais au consulat. Un soir arrive Cécile B2000, le réalisateur de films à grand spectacle comme Les 10 Commandements. Il m'apprend qu'il est gravement malade et qu'avant de mourir, il veut absolument être décoré de la Légion d'honneur. Pourquoi la Légion d'honneur? Attendez la réponse. Pour paraître devant Dieu. J'étais fasciné par ce monde. Fasciné, avec des histoires invraisemblables. Comme ce soir de la remise des Oscars, à ma table, la femme d'un producteur dit haut, fort, devant tout le monde, « Oh, fuck me, consul général. Oh, consul général, honey, fuck me, please. » Et le mari m'explique tranquillement, il se penche vers moi, il m'explique que sa femme est saisie, possédée par un démon, qu'il est très difficile d'exorciser. Le romancier que je suis ne pouvait couvrir ses yeux et ses oreilles en découvrant ces monstres dits sacrés. Vous savez, ces déesses qui s'épanouissent sous les projecteurs et s'effondrent dans des crises terrifiantes, irrésistibles et tragiques. Vous voulez des noms? Veronica Lake, Lana Turner, Kim Novak et bien sûr Marilyn Monroe. C'est ça Hollywood. Tu fabriques des mythes et tu les jettes. Comme cette star, à moitié déchue, brûlée par l'alcool, qui pissait comme une vache sous la table de la salle à manger du consulat. Ou Errol Flynn, accompagnait sa petite amie qui n'avait pas 16 ans et qui l'aidait à uriner sur le décor du plateau. L'alcool, les antidépresseurs, toutes sortes de drogues ont engendré la déchéance d'Hollywood.
Quand on pense que David Selznick, le producteur d'Autant en emporte le vent, a osé dire que le LSD était une découverte miraculeuse dans le domaine de la psychanalyse. Heureusement, au milieu de cette faune, quelques individus sortaient du lot et s'étaient libérés de la servitude du dollar. Ainsi, Gary Cooper. Gary Cooper, très identique, très semblable au personnage qu'il jouait dans les films. Un homme plein d'humour, de modestie, d'élégance, incapable de haïr. J'ai d'ailleurs emprunté son nom pour un de mes livres, Adieu Gary Cooper. Mais c'est une bêtise de ma part, c'est stupide. Parce que tout le monde a pensé que c'était un livre sur le cinéma ou une biographie. Alors qu'en fait, c'est tout simplement mon adieu à l'Amérique. L'Amérique des certitudes et des héros tranquilles, qui laissait place à un pays miné par le doute face à la guerre du Vietnam et au scandale de Watergate. Ah ben j'aimerais vous parler aussi d'un réalisateur que j'ai bien aimé, bien apprécié, John Ford. Je ne sais pas si vous vous souvenez, John Ford, c'est le réalisateur d'inoubliables cavalcades. John Ford adorait la France. Il y voyait une autre Irlande, mais baignée de soleil et de vin rouge. Et alors, curieusement, John Ford, qui dans ses films a éliminé des centaines et des centaines d'Indiens, était curieusement devenu le chef d'une tribu d'Indiens. Je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'est les Comanches, je sais plus, les Sioux, je ne sais pas. Enfin, tout va dit, il était devenu le chef d'une tribu d'Indiens et il en était très fier. Il prenait son rôle très au sérieux. Et il m'a proposé de l'emmener dans un jamboree en Arizona. Un jamboree, c'est un congrès en fait. C'est un congrès où toutes les tribus indiennes se réunissent en congrès. En route, il me dit, vous savez, les Indiens ne quittent jamais leur réserve et se moquent complètement de ce qui se passe dans le monde. Arrivé là-bas, il me présente un autre chef indien, accompagné de deux solides gaillards dans leur tenue d'apparat avec les plumes, les perles, etc. Et le chef indien me dit, les deux Indiens de ma tribu ont participé à la libération de Paris en 1945. Alors j'interroge les deux gaillards, et effectivement, avec des larmes dans les yeux et dans la voix, ils me parlent de quoi? Des petits bars de Pigalle. Vous imaginez la tête de John Ford, après ce qu'il m'avait dit, et vexé, il s'est mis à bouder comme un gros bébé. Un autre réalisateur, il faut que je vous parle, c'est John Huston. Alors John Huston, c'est lui qui a réalisé Les Racines du ciel d'après mon roman. Il en a fait un film très mauvais, un vrai navet. Et comme j'en parlais au producteur, Darius Zanuck me dit, mais vous savez, John Huston a fait exprès de rater ce film. Bon, est-ce qu'on peut faire exprès de rater un film? Oui, il a fait exprès. Et pourquoi? Pour se venger de vous. Se venger de moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Darius Zanuck me dit, vous lui avez fauché sa petite amie. Alors les bras m'en tombent. Je me souviens vaguement d'une petite coréenne qui était venue au consulat avec une vingtaine de personnes. On m'avait dit qu'elle avait tourné à Houston. Je ne l'avais jamais revue. Et voilà que l'autre, la John Huston, il m'accusait de m'être tapé l'amour de sa vie. Je vous dis une chose. Pour se taper l'amour de la vie de John Huston, il faut se taper John Huston lui-même. Parce qu'il n'a jamais aimé que lui. D'ailleurs, pendant le tournage des Racines du ciel, John Huston a eu le culot de monter un safari et de tirer sur les éléphants. Ça a sérieusement écorné l'image du bonhomme. Ah, Hollywood, je pourrais vous en parler encore et encore et encore, tellement on n'a jamais rien vu de semblable dans l'histoire du fric. Peut-être ça se résume en une anecdote. C'est déjà un des plus gros producteurs d'Hollywood, je ne voudrais pas le nom. Alors voilà, on entre dans le salon, c'est le musée. Un autoportrait de Van Gogh, une dizaine d'impressionnistes, Monet, Manet, Pissarro, Renoir. Après le dîner, on retourne au salon. Et voilà l'étoile de maître qui s'envole au plafond, un écran descend, un projecteur sort du mur, et on nous projette une daube, mais un navet dont vous n'avez pas idée. La révolte de Wallis Tower, avec un comédien inoubliable, Ronald Reagan. De quoi vous dégoûter totalement de faire du cinéma. Allez, je déboulonne encore le statut, puis on va passer à autre chose. Alors là, ça se passe pendant la guerre, et ça concerne Hemingway.
Vous savez, Hemingway, le dur à cuire qui toute sa vie a joué à être Ernest Hemingway. Ça se passe donc à Londres, je vous l'ai dit. Alors, après un bombardement, je cherche un ami. Je vais à l'hôpital Saint-Georges, des blessés partout. Par terre, sur les tables, sur des civières, du sang, partout. Tout d'un coup, la porte s'ouvre avec fracas, et entre un géant avec la barbe blanche. Il a une entaille au cuir chevelu qui saigne presque plus, c'est pas grand-chose, et il se met à hurler. « Je suis Hemingway, soignez-moi! Je suis le célèbre écrivain Ernest Hemingway, soignez-moi immédiatement !» À l'hôpital Saint-Jean, ils en rigolent encore. Comme quoi, on peut avoir écrit un chef-d'œuvre comme l'adieu aux armes et est incapable de se comporter comme son héros. Je me suis toujours senti à l'étroit dans ma propre peau. J'ai toujours éprouvé le besoin de changer d'identité, de me séparer de moi-même le temps d'un livre. J'écris des romans pour aller chez les autres. Je ne sais jamais d'où je pars et où je vais. Je me laisse aller à quelque chose dont je ne connais pas la nature. Je me laisse prendre, comme en amour. Je n'ai jamais pu vivre sans amour. Chacun de mes livres est une histoire d'amour pour une femme, pour l'humain, pour la liberté, pour l'imaginaire, ce que j'appelle la part Rimbaud. Il n'y a pas d'homme sans la part de poésie, sans la part Rimbaud. J'ai toujours su que le jour où il n'y aurait rien à aimer, ou telle cause à défendre, alors il serait temps de plier bagage. Je n'ai jamais rêvé d'une petite vie tranquille, pépère. Je pourrais raconter mon passé, mes guerres, mes amours à des jeunes gens bouche bée, se disant « Ah, on est pas mal le vieux. Allez, continue, pépé. » Je n'ai aucun goût à me faire mousser pour épater le public. Courir le monde, écrire des reportages, des romans, faire des films. C'est curieux, comme les gens qui vous cataloguent se basent souvent sur des faits inexacts. Ainsi, par exemple, moi, j'ai toujours dit que la féminité faisait partie de moi-même. Et je n'ai jamais pu me passer d'une femme à mes côtés. Mais il ne faut pas tout confondre. Jamais je n'ai été ce qu'on appelle un homme à femme, jamais. D'ailleurs, cette appellation d'homme à femme est d'une misogynie effrayante. Il ramène la femme à un produit de consommation. Toutes ces histoires de drague, de conquête féminine sont pour moi absolument rétrogrades, réactionnaires, et je pense même que le donjuanisme est une forme d'impuissance. Non, le seul vrai grand amour, c'est celui de l'homme qui toute sa vie fait l'amour à la même femme. Et le vieux macho, qui n'a comme titre de gloire qu'une histoire, une succession, une collection d'histoires de fesses, n'est qu'un répugnant salaud. Quant à ceux qui confondent l'amour de la femme et l'homme à femme auquel ils veulent m'assimiler, ne sont que des cons, qui n'ont rien compris et que je méprise. Il n'est pas indécent, en revanche, de dire que j'ai aimé 3 femmes, 3 visages, 3 étapes de ma vie. La première, qui a pris dans mon cœur la place de ma mère, s'appelait Ilona. Elle était hongroise, belle
intelligente, et elle habitait la pension Mermont, ce petit hôtel que tenait ma mère, qui d'ailleurs, très curieusement, voyait cette liaison avec une certaine bienveillance. Ilona s'habillait souvent en gris pour souligner ses yeux d'or. J'étais fasciné par ses yeux et je me disais que jamais je ne pourrais me passer d'elle. Ilona est la femme que j'ai le plus aimée de ma vie. Celle qui était faite pour vivre avec moi jusqu'à la fin de mes jours. C'est aussi la plus belle femme que j'ai vue. Jamais. Cette femme qu'on aime quand on n'aime qu'une seule fois dans sa vie. Malheureusement, Ilona était de santé fragile. Il lui arrivait de rester 2 semaines au lit. Ensuite, elle allait chez ses parents en Suisse pour reprendre des forces. Ses absences m'étaient douloureuses. Mais chaque fois qu'elle revenait, ça augmentait encore mon amour pour elle. C'était avant la guerre. Et nous avons décidé de nous marier. Elle est partie chez ses parents en Suisse pour leur annoncer la nouvelle et leur faire part de nos projets. La guerre a éclaté. Elle n'est pas revenue. Pas de nouvelles. Long silence. Terrible silence. J'ai tout fait pour essayer de la retrouver, tout. Et puis, l'évocation d'Ilona, telle que je l'avais faite dans mon roman La promesse de l'aube, a nourri mes nuits. 24 ans plus tard, à Los Angeles, je reçois une carte postale. Elle est signée Ilona. La foudre tombe. Je la relis 20 fois. Ilona me remercie pour ce que j'ai dit à son sujet dans La promesse de l'aube et m'informe qu'elle a quitté la Hongrie en 1945 pour prendre le voile dans un couvent en Belgique. L'adresse du couvent figure au dos de la carte. J'écris, je télégraphie, rien. Alors je contacte le consul de France en Belgique et je lui demande de me dire absolument où se trouve ce couvent. Je veux y aller, je veux revoir Ilona. Et la réponse arrive. Ilona n'est pas dans un couvent. Depuis quelques années déjà, Ilona est dans un asile psychiatrique. Fin du premier grand amour de ma vie. Acte 2. Ça se passe à Londres, en 1943. Quand je ne bombarde pas l'Allemagne, j'assiste à des réunions des membres de l'escadrille française. C'est au cours d'une de ces soirées que je rencontre une journaliste britannique, Leslie Lange, chef de rubrique au magazine Vogue. Blonde, ravissante et totalement passionnée de voyage. Quand les bombes tombent sur Londres, nous nous réfugions dans un abri souterrain. Cette nouvelle intimité m'a fait faire beaucoup de progrès en anglais. Nous ne nous quittons plus, et après la guerre, nous décidons de nous marier. J'ai 30 ans, elle en a 40. À peine marié, à peine suis-je rentré dans le corps diplomatique, que Leslie donne cours à son passion pour les voyages. Alors, on s'écrit, on se télégraphie, on se téléphone quand on peut. Parfois, Leslie vient me rejoindre dans ma petite maison de Roquebrune, dans le sud de la France. Une petite maison que je me suis achetée avec mes premiers droits d'auteur. Une petite maison pleine de courants d'air que Leslie s'ingénie à améliorer et à aménager vaille que vaille. L'eau courante, un poêle pour l'hiver, la vue sur l'Italie, la mer, la montagne,
les figuiers, les sorbiers, les oliviers. Que demander de plus? Jamais je ne me suis senti aussi bien pour écrire que dans cette petite maison. La vie avec Leslie ressemble à la maison, pleine de courants d'air, parfois baigné de soleil, parfois baigné d'un vent violent. Gros problème, Leslie ne veut absolument pas avoir d'enfant. En moi, j'ai promis à ma mère que j'aurais un fils. Donc je me doute bien qu'un jour, notre couple, acte 3, au consulat, à Los Angeles, un soir, je reçois un jeune avocat français, François Moreuil. Il est accompagné d'une jeune américaine qu'il vient d'épouser quelque temps auparavant. Elle s'appelle Jean Seberg. Je ne peux pas détacher mon regard de ce visage magnifique. Je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est dit pendant les conversations. Je suis magnétisé par le regard de Jean et sa beauté enfantine. Comme vous le savez, cette rencontre ne sera pas sans suite ni sans conséquence. Je quitte le corps diplomatique, je divorce de Leslie et j'épouse Jean. Raconter comme ça a l'air facile, mais avec moi, rien n'est jamais facile. Oui, Jean fut mon bonheur. Et l'évoquer éveille encore en moi des sentiments très profonds. Nous nous sommes installés à Paris, dans mon appartement de la rue du Bac. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de cette période qui m'apporte chaque jour son lot de bonheur et aussi de désespoir. En effet, Jean est tellement sujette aux sautes d'humeur que notre vie devient très vite improbable. Elle est totalement angoissée par son métier. J'en ai fait l'expérience dans les 2 films que j'ai faits avec elle, Les oiseaux vont mourir au Pérou et Kill. Elle a très souvent, trop souvent, des crises effrayantes, dont je me dis que l'une d'elles peut lui être fatale. Et puis, elle ouvre ses bras à quiconque lui prodigue de la tendresse. Et j'ai dû provoquer Clint Eastwood en duel pour que cesse leur romance. Je n'en voulais pas à Clint, je voulais simplement arrêter cette liaison voyante avant que ceux qui répandent les rumeurs et les ragots n'en fassent des gorges chaudes. Alors, bien sûr, ce duel n'a pas eu lieu. Vous imaginez un consul de France en brochant une star d'Hollywood. En dépit des... Quand j'y repense, Jean se croyait investi d'une mission. Sauver le peuple noir. Et le FBI regardait avec intérêt l'engagement de Jean qui dilapidait tout son argent pour la cause noire. J'ai raconté tout ça dans mon livre Chien blanc. Et que pouvais-je faire de plus? C'était comme un envoûtement, c'était le début de la fin. Malgré les menaces dont elle était l'objet, Jean continuait à narguer le FBI qui contrôlait tout. Ses comptes en banque, ses conversations, ses déplacements. FBI Director J. Edgar Hoover started a surveillance program to infiltrate and undermine leaders the FBI considers subversive and a threat to the political order. Et je voyais Jean s'enfoncer dans une dépression interminable. Je ne vous donnerai pas de détails de cette période. Ce serait sordide. Sachez simplement que tout cela a abouti à notre divorce. Quel gâchis. Et quelle tristesse de voir Jean aussi belle devenir laide à cause de tous ces cachets qu'elle avalait et qui ne servaient à rien, sinon à l'envoyer à l'hôpital. Et le FBI continuait à la harceler.
Chaque jour, le FBI inventait une rumeur pour la salir, pour la calomnier. Ils ont été jusqu'à dire que l'enfant qu'elle portait était noir. Ah, les salauds! Ils n'ont reculé devant rien, ces charognards. N'importe quel être humain aurait craqué. Et quelle horreur de voir Jean dans cet état. Jusqu'à ce jour du mois d'août où, par un mélange d'antidépresseurs et d'alcool, elle a réussi à mettre fin à ses jours. La disparition de Jean m'a plongé dans un désarroi total. Et son visage hante encore mes jours et mes nuits. Je m'efforce de vous dire tout ça d'un ton neutre, alors que, comme à chaque fois, j'ai envie de crier ma colère et ma douleur. Mais que dirait-on si je me laissais aller? Gary ne sait que faire pour se faire remarquer. Oui, oui, ça a été dit, pire, écrit, noir sur blanc, par un journaliste parisien. J'en ai pleuré. L'important après la disparition de Jean, c'était de protéger notre fils, qui apprend le drame à San Francisco. Imaginez qu'on retrouve votre mère sur la banquette arrière d'une voiture abandonnée depuis 10 jours dans une rue de Paris. Morte, votre mère. Alors, je convoque une conférence de presse chez Gallimard et j'ose attaquer le FBI. Je vais jusqu'à accuser le FBI de meurtre. Oui, j'ai accusé le FBI de meurtre. 2 jours après, j'ai reçu une lettre signée de M. Webster, directeur du FBI local, me demandant de bien vouloir excuser les méthodes utilisées par leurs prédécesseurs et s'engageant à ne plus jamais utiliser une fausse information pour salir un adversaire. Je vous laisse juger s'ils ont tenu parole. Alors aussitôt, bien sûr, la presse parisienne ne me pardonne pas d'être sorti des sentiers battus en accusant le FBI. Il ne faut pas faire de vagues dans notre beau pays. Et ce qu'ils ont écrit après a de quoi donner la nausée. Qui est mort? Gary ou son double? Tiens, pour une fois, Gary ne bluffe pas. Comment expliquer toutes ces attaques dont j'étais l'objet? Oui, c'est vrai, le grand succès de mon livre Les Racines du ciel en a fait s'étouffer plus d'un. J'ai d'ailleurs conservé, je crois, oui, un article que m'a consacré M. Kléber Hedins dans Le Monde. Je vais vous retrouver ça. Voilà. Vous allez voir comme c'est aimable. Les biographes de M. Gary disent qu'il possède 7 langues. Je suppose qu'il ne vient à personne l'idée de compter le français dans ces 7 langues. Et si M. Gary prend la défense des éléphants, il est urgent de prendre la défense de la langue française contre M. Gary. Prenons le relais, M. Robert Cantors, dans une émission littéraire, a dit « Oh, M. Gary est un écrivain intéressant, mais c'est illisible. Il doit écrire en moldovanaque. » Moldovanaque. On a beau être blindé, mais cette volonté de nuire, ça fait mal. Alors quand j'ai croisé M. Robert Cantors par hasard à la brasserie Lippe, à Paris, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas adressé la parole. Paf, paf. Là, ça dit bien. On respire mieux. Ouais, vous voyez, Marquet n'est pas le seul à avoir cherché à me mettre à terre. M. Philippe Solers, à qui on demandait ce qu'il pensait de mon dernier livre, a dit, vous savez, moi je ne m'intéresse qu'à la littérature. À la sienne, sans doute. Ce qui est important pour un auteur, voyez-vous, c'est d'être cité. En moi, je fais partie de la race maudite des écrivains qu'on ne cite jamais. Je peux dire n'importe quoi. Je peux raconter les choses les plus extraordinaires. Je pourrais en remontrer à tous les petits trissotins de normal sucre. Jamais vous n'entendrez Gary a dit que, Gary pense que, selon Gary ceci, d'après Gary cela, non. Non. Me piller, oui, ça me pille, on m'épire. Cette sensation très désagréable, on vous fait les poches tous les jours.
Mais me nommer, dire mon nom, ah non, jamais, non. Le moral commençait à décliner. Depuis la mort de Gine, je vivais dans un brouillard de tristesse et seule l'écriture me permettait de suivre mon chemin. N'être que moi-même m'a toujours fatigué. J'ai toujours été las de l'étiquette qu'on collait sur moi. Ceci explique le phénomène Ajar. Enfin, je pouvais sortir de moi-même et quitter cette peau dans laquelle je me sentais très à l'étroit. Déjà en 1958, j'avais publié un livre qui s'appelait « L'homme à la colombe » sous le pseudonyme de Fosco Sinibaldi. J'avais récidivé quelques années plus tard sous le nom de Chatan Bogart en écrivant un petit roman « Les têtes de Stéphanie ». J'avais même inventé la biographie de ce Chatan Bogart, fils d'un émigré turc qui avait gagné le prix d'Akan, prix qui n'avait jamais existé. La supercherie avait été rapidement découverte, mais j'en avais gardé un immense plaisir. Et ceci m'amène bien évidemment à vous parler de l'affaire Ajar, ou plus exactement, je dirais, de la création d'Ajar, puisqu'il me fallait absolument inventer un auteur et un style. Pour mon premier Ajar, Gros-Câlin, je devais inventer une histoire qui ne ressemble en rien à ce que j'écrivais sous mon nom. Là résidait le difficile secret de la réussite. J'avais trouvé les mots, j'avais trouvé le rythme, mais jamais je ne me serais imaginé que ce pseudonyme d'Émile Ajar deviendrait un jour presque aussi célèbre que le mien. Tout ça pour vous dire, il n'y avait pas d'intention, de préméditation, de calcul. Je voulais simplement renaître sous un autre nom et m'en amuser. Et quel bonheur! Oh, quel bonheur! Si vous saviez quel bonheur c'est de mystifier la critique. Tous ces gens qui décortiquent tout, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur plume. Et les articles à la sortie des livres, tous ces articles, mais quel régal, quelle jouissance de voir qu'ils n'ont rien vu et rien compris. Tous ces indices que j'avais placés ci et là dans les livres, comme des petits cailloux blancs, comme autant d'indices qu'Émile Ajar n'était autre que Romain Gary, pas un seul, vous l'entendez, pas un seul n'a été détecté par ces grands maîtres de la littérature. Ah, il m'avait enterré. Ah oui, ça pour moi, c'était fini. Hein. Mon style était fabriqué, usé, démodé, tout en Gary était banal, mon écriture imagée n'intéressait plus personne. Bref, j'étais fichu. Et voilà que ces grands spécialistes découvrent un jeune auteur qui, paraît-il, habitait le Brésil et qui, avec des incorrections de style, rompait avec le ronron habituel. Le sang nouveau de la littérature, ont dit certains. Le sang nouveau de la littérature. Ah oui, cette farce m'a bien amusé. Ah oui, c'était drôle, c'était vraiment drôle. J'étais sûr que ces journalistes ne feraient pas leur travail et n'étudieraient pas sérieusement le texte. Sinon, ils auraient vu que toutes les œuvres d'Ajar étaient pleines d'idées, de phrases et même de tournures semblables à ce que j'écrivais moi-même. Je ne me suis pas trompé. Pas un seul ne m'a reconnu, ni dans Gros-Câlin, ni dans La vie de François. Alors, pour parfaire la supercherie, j'ai donné une existence charnelle à Émile Ajar sous le nom d'un petit cousin à moi, Paul Pavlovitch. Paul a joué son rôle à merveille. Il suffisait de ne pas répondre à des questions pièges. Et moi, en retrait, je savourais ma renaissance avec un bonheur mais sans égal. D'autant plus que je publiais à l'époque 2 romans en même temps. L'un, le matin, intitulé « Au-delà de cette limite, notre ticket n'est plus valable »,
signé Romain Gary, dicté à ma secrétaire, et l'après-midi, un autre ouvrage, écrit par moi-même, sous le nom d'Émile Ajar, et sous le titre La vie de François. Vous avouerez que ça suppose quelques notions d'acrobatie, non? Alors, dans le roman, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, tout le monde se plaisait à reconnaître en moi le personnage du roman. Ah oui, un homme vieillissant, amoureux d'une jeune brésilienne, que le déclin sexuel envahissait jusqu'à le détruire complètement. Évidemment, c'était moi, cet homme frappé d'impuissance. Et tout Paris ne bruissait que d'une rumeur. Gary ne bande plus. C'est vous dire l'intérêt que ces gens portent à la littérature. Mon second Ajar, La vie devant soi, est un roman d'amour. Un amour entre un petit arabe, Momo, et une vieille dame juive, Madame Rosa. Comme personne ne m'attribuait la paternité de ce livre, il fut encensé, porté au nu par la critique, et avec un enthousiasme unanime, je reçus un deuxième concours, 19 ans après celui reçu pour Les Racines du ciel. Le prix concours 1975 a été attribué au 8e tour à M. Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. J'exultais. Mon bonheur était à son compte. Les journalistes m'interrogeaient. Alors, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Pas encore, mais vas-y. La farce continuait. Dans les milieux littéraires, quand même, certains se posaient des questions. Pouvait-on attribuer à Paul Pavlovitch tous les Ajar où n'y avait-il pas dans l'ombre quelque auteur qui guidait sa main? Bref, je vivais au milieu d'un concours de pronostics. Comment, pourquoi, ce merveilleux canular, ce jouissif pied de nez à l'intelligence parisienne, s'est transformé en cauchemar, pour ne pas dire en dépression. C'est difficile à expliquer. Les rapports avec Pavlovitch devenaient de plus en plus difficiles. Et puis, cette obligation de me cacher comme un criminel, de garder le secret, de persévérer dans le mensonge, et surtout, de contrôler cette situation en permanence. C'est un fardeau quotidien, de quoi devenir certains jours fou. Alors, je me suis lancé dans l'écriture. Gary le matin, Ajar l'après-midi. En 4 ans, j'ai publié 5 ouvrages. 3 Gary, 2 Ajar. Mais rien ne pouvait me satisfaire vraiment. Rien. Aux tensions avec Pavlovitch s'ajoutait l'état de santé de Jim. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. En donnant une existence charnelle à Émile Ajar, j'avais mis fin à sa vie mythologique. Je m'étais dépossédé. Un autre vivait mon fantasme à ma place. Je ne contrôlais plus le personnage que j'avais créé. Je n'étais plus l'auteur de mon destin. Tous mes écrits étaient vilipendés, tous ceux d'Ajar encensés. Cette situation qui m'avait tellement amusé ne me provoquait que des soucis. Il faut dire que j'avais poussé le bouchon un peu loin, comme toujours. Alors, j'ai éprouvé le besoin d'avouer à quelques intimes que c'était moi, l'auteur de La vie devant soi. Et je les remercie vraiment de ne pas avoir révélé mon secret. Ils ont compris ma douleur. Alors, mon cursus littéraire va s'achever avec ce petit bouquin qui ne sera publié qu'après la mort sous le titre d'Émile Ajar, Vie et mort d'Émile Ajar. Je n'ai rien caché de mes sentiments, ni de mes combats contre l'injustice, contre le fascisme, contre la connerie humaine, contre le saccage de la nature. Alors, que va-t-il se passer maintenant?
La vie d'Émile Ajar ne peut-elle qu'aboutir à la mort de Romain Gary? Suis-je jaloux de la renommée dont je me suis privé? Mais vrai, quand on y pense, avec ce deuxième concours, je me suis privé d'un énorme éclat de rire. Imaginez que je sois venu et qu'au moment où on annonce le lauréat, je me sois écrié « Ajar, mais c'est moi !» Quel sentiment de terreur aurait rempli ce petit monde. Et moi, quel formidable éclat de rire je me serais offert. Quelle connerie. La raison pour laquelle je ne me suis pas manifesté peut se résumer ainsi. Oh, et puis merde. Voilà. La situation est claire. Sur le plan professionnel, j'ai réussi au-delà de toute espérance. J'ai publié 40 ouvrages, j'ai reçu 2 fois le prix Goncourt et j'ai tourné en direction de la critique. Sur le plan personnel, je dois reconnaître que j'ai raté ma vie. La faute de la guerre, la faute au faux jugement que j'ai porté sur moi-même. J'ai toujours trop présumé de mes forces. J'ai aimé et j'ai souffert en mourir. Et toutes les batailles, je les ai menées, sans aucune retenue. Alors, j'ai mis mes affaires en ordre pour protéger mon fils. J'ai mis fin à ce petit bouquin. Que me reste-t-il à prouver? Pas grand-chose. Je me suis bien amusé. Ah, j'ai encore quelque chose à vous dire. Je n'ai pas échappé à la mort en combattant avec les Alliés dans le ciel. Je n'ai pas échappé aux nazis, à la déportation, pour me contenter d'une petite mort naturelle de 3e ordre. Patrick qui est là, qui a fait la mise en scène, et Marc qui a fait le régime fait au point là-haut.